Chers télétravailleurs, bienvenue. Vous venez de rejoindre la pause où nous discutons de télétravail sans filtre. Je m'appelle Guillaume, je suis product owner en remote et j'anime ces pauses avec Martin. Ensemble, nous discutons de tous les aspects du télétravail, mais pas que, pour partager nos trouvailles, nos galères. Bref, de tous les aspects de nos boulots. Alors, prenez un café, détendez-vous et venez partager nos expériences. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième édition. Bonjour Martin. Salut Guillaume, salut tout le monde. Je crois savoir, Martin, que tu es en ce moment en recherche de travail. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble chercher un travail en full remote en ce moment? Ouais, c'est un sujet dont on a un peu parlé ensemble et on se disait qu'il y avait des trucs intéressants à dire et potentiellement un angle pour l'aborder là pour nous pour en discuter. C'est déjà de voir est-ce que c'est plus compliqué maintenant qu'avant parce que j'ai cru comprendre on n'a pas forcément le même avis dessus avec Guillaume. Et on peut aussi ensuite parler de moi j'ai aussi une recherche un peu particulière parce que du coup je veux continuer à faire du full remote. Parce que ça fait 3 ans que j'en fais et qu'il y a plein de trucs qui m'ont convenu dedans, même s'il y a des difficultés avec, j'ai envie de continuer. Puis accessoirement, j'ai déménagé et j'ai une maison maintenant là où je suis, donc j'ai pas envie de retourner en région parisienne. Du coup, enfin, ça pose des problèmes sur quelle boîte tu peux choisir et quelle culture et à quoi il faut faire attention quand tu vas choisir une boîte. Typiquement, peut-être pour lancer le truc, j'ai parlé avec des boîtes enfin, une boîte en particulier où j'avais vu un petit red flag à un moment quand on en parlait parce que globalement moi depuis quelques années je suis plus orienté back-end même si j'ai fait plein d'autres trucs et du coup je postulais pour un poste de back-end et on m'a changé d'offre pendant la discussion avec le RH tout au début parce que du coup les offres de back-end n'étaient pas remote et il y avait une autre offre, une seule qui permettait de faire du remote. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Du coup, ça veut dire qu'ils recrutent en remote, mais selon les équipes, il y en a qui vont être autorisés à le faire ou pas. Qu'est-ce que ça donne dans la culture une fois que tu es dans la boîte qu'est-ce qui donne cette autorisation de faire du remote ou pas? Et il se trouve que après avoir passé le test technique, enfin un entretien technique plutôt qu'un test technique, on m'a dit, bah là on te place sur la grille de seniorité. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. T'auras pas le droit de faire du remote si on continue, donc on a décidé d'arrêter. Et donc là, ça a plus ou moins confirmé mon red flag. Parce que, alors, autant, je pense qu'il y a une discussion à avoir sur qui peut facilement faire du remote. Et je trouve que c'est difficile pour quelqu'un qui est extrêmement junior. Et j'aurais détesté, je pense, moi, personnellement, faire du remote pour mon premier job. Mais je suis pas sûr que ce soit une question de seniorité technique. C'est plus une question bah, de seniorité, d'expérience dans des boîtes et de travail en équipe, quoi. Du coup, je trouve ça compliqué que ça se passe après un entretien technique, ce choix-là. Et puis, ça pose la question de, une fois que tu es dans la boîte, comment ça va se passer? Parce que ça veut dire que la plupart des gens vont pas être autorisés à faire du full remote. Et si toi, tu l'es, ben, en gros, t'as un, un privilège que les autres n'ont pas parce qu'on a jugé que techniquement, tu étais meilleur que les autres. Et je trouve Ah, qu'en termes de ce que ça dit sur la culture, c'est pas extraordinaire, quoi. donc là, en fait, ils ont jugé que t'étais pas assez fort et donc t'avais pas le droit au télétravail, c'est ça? C'est ça. Ok. Enfin, en tout C'est cas, c'est ce plutôt... qu'on m'a expliqué. Globalement, c'est possible que ce soit pas ça. Parce que un des problèmes des process d'entretien, c'est qu'il y a quand même un peu d'opacité et tu sais pas exactement comment il y a des choses qu'on va pas oser te dire ou qu'on va pas t'expliquer ou qu'on va avoir la flemme de t'expliquer. Du coup, là, c'est la raison qu'on m'a donnée, en tout cas. Et du coup, dans l'offre de poste initiale, il y avait écrit que c'était possible le full remote pour le back-end ou pas? L'offre de départ, je sais plus. Parce que, en plus, il me semble qu'elle était généraliste et que ça s'appelait software engineer, je sais plus. Il se trouve que j'ai aussi appris par des anciens qui avaient travaillé là-bas que globalement la boîte était un peu revenue sur sa politique de full remote et qu'elle recrutait quasiment plus en full remote. Par quasiment plus, ça veut dire plus du tout. Je sais pas pourquoi ils avaient encore un poste dans une équipe qui était full remote par hasard, mais du coup, enfin, voilà, il y avait beaucoup de warnings et je sais pas comment tu les détectes dès le début. Et peut-être que le red flag que j'avais au début, qui m'avait un peu mis un doute, quoi, peut-être qu'en fait il était plus important que ce que j'imaginais, quoi. Alors, je pense pas avoir les chiffres exacts, mais du coup, j'ai l'impression quand même que maintenant que la pandémie est derrière nous, le full remote, c'est redevenu assez rare.
et que les boîtes, elles ont tendance à offrir 1 ou 2 jours de remote, ou peut-être 3 pour les plus ouvertes, mais full remote, pas beaucoup, quoi. Je pense que ça dépend. Moi, de mon expérience actuelle, du coup, c'est empirique avec pas beaucoup de chiffres, donc c'est à prendre avec des pincettes évidemment. Mais de mon expérience actuelle, il y a énormément de boîtes qui continuent d'en faire, voire qui se sont tournés vers des modèles où même les gens qui étaient avant en présentiel l'année dernière, ils commencent à s'en aller parce que la boîte a décidé de faire du full remote. Par contre, il y a des boîtes qui, enfin pour lesquelles c'est presque enfin une bataille de lutter contre le télétravail et de dire pourquoi c'est pas bon et qu'il faut pas en faire. Là, typiquement, je t'avais partagé une offre que j'avais trouvée où ils expliquaient que c'était impossible et qu'on perdait tellement de choses, surtout à un stage early d'une startup, qu'il fallait surtout pas faire de télétravail. Et ça, c'était marqué, enfin, troisième point sur la culture de la boîte et quelles sont les valeurs, etc. C'était, nous, on veut pas de remote, quoi. Du coup, je pense que c'est un peu mitigé. Globalement, je dirais aussi que, a priori, les boîtes internationales continuent d'en faire et quasiment toutes. Mais je pense qu'elles sont relativement forcées parce que, du coup, elles sont dans un contexte où les équipes sont un peu explosées sur plusieurs continents, etc. Et, enfin, j'ai pas l'impression que il y ait une raison particulière de vouloir que tes employés, ils aillent dans des bureaux quand le reste de leur équipe n'est pas dans le même bureau. Parce que, du coup, tu fais du remote au bureau, quoi. Donc, donc je pense que dans les contextes où la boîte recrute worldwide, le full remote, globalement, il sera toujours là, quoi. Et il va probablement rester longtemps. Même si il y a des boîtes qui se le sont un peu fait imposer par le Covid et les confinements. Est-ce que t'as l'impression que voilà, après, savoir qui ou pourquoi le full remote ou pas, ça, je pense que c'est un vaste sujet. Et déjà, est-ce que t'as l'impression que les entretiens que tu passes ont été adaptés au fait que tu cherches des postes de full remote ou ça ressemble à des entretiens classiques que tu avais l'habitude de faire avant? Je pense que c'est relativement classique. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Il y en a, typiquement un que j'ai commencé hier, qui volontairement teste le fait que tu sais faire de la sync et de l'écrit. Et je trouve ça cool parce que je pense que c'est un truc important. Et du coup, en plus, c'est marrant parce qu'ils le font avec des questions qui sont pas fondamentalement pas des questions techniques du tout, quoi. Du coup, en gros, t'as un entretien RH. C'était avec un ingénieur. Mais c'était plus orienté RH, quoi, où t'expliques ton parcours, etc. Et ensuite, on t'envoie une liste de 4 questions, il me semble. Et c'est des questions où, tu dois expliquer pourquoi tu penses que la boîte est intéressante pour toi, qu'est-ce que tu pourrais faire dans cette boîte. Enfin, des questions RH relativement classiques, mais par écrit. Et on te demande par contre de faire, je crois qu'ils disent entre 4 et 10 pages ou un truc comme ça. Du coup, je suis un peu mitigé parce que du coup, une partie de l'exercice se transforme en est-ce que tu sais broder à l'écrit. Mais par contre, je trouve ça cool de vouloir tester que tu sais faire de la sync et que t'es à l'aise à t'exprimer à l'écrit et à faire un truc construit et pas juste 3 phrases comme. Est-ce que ça va pas devenir un test de est-ce que tu es capable de demander à ChatGPT de broder pour toi? Ah, ouais, non, effectivement, on en a déjà parlé ensemble, Guillaume, mais oui, effectivement, je pense que ça peut vite à aller sur ces dérives-là parce qu'il y a des outils pour broder facilement, quoi. Du coup, tu pourrais avoir une petite discussion avec ChatGPT où tu lui expliques pourquoi tu penses que cette boîte est intéressante. Puis après, tu lui demandais, vas-y, explique-moi à l'écrit sur un texte qui prend 4 pages pourquoi c'est intéressant et puis copier-coller, quoi. D'ailleurs, tu me donnes une idée. Enfin, Mais en parce tout que cas, bon, je trouve ça cool, tu vois. Du coup, il y a eu quand même, pour certaines, au moins une dans mon expérience, une petite évolution sur, on va tester des trucs liés à ça, quoi. ouais, donc est-ce que donc t'as vu une adaptation? On va dire que la plupart des entretiens pour l'instant, ça reste en utilisant des outils cloud. Finalement, c'était déjà adapté au remote, on va dire. Est-ce qu'il y a quand même des boîtes qui te demandent d'aller les voir ou qui essaient d'avoir des compromis un peu, genre pendant l'onboarding, tu es là ou... Alors, pour l'instant, personne m'a demandé d'aller les voir. Comme la plupart font de l'hybride, parce que ouais, du coup, je l'ai pas dit, mais même celles qui font du remote, en général, elles ont quand même des locaux, elles trouvent ça cool, etc. Et puis en plus, en général, elles ont aussi des fonctions à qui elles permettent pas, enfin des gens qui travaillent là-bas à qui ils permettent pas de faire du télétravail. Donc les équipes tech sont probablement mieux loties que le reste des gens pour le remote. Euh, mais du coup, pour l'instant, on m'a dit que je pouvais
mais personne m'a dit qu'il fallait que je me déplace. Par contre, la boîte dans laquelle je parlais, où il y a des questions écrites, je sais qu'il y a après une journée à faire chez eux, et du coup, je sais pas si elle est en physique ou en remote. Donc, si je vais plus loin, je pourrais éclaircir ça, mais je n'ai effectivement pas posé la question. Et pour le Moi, coup, il y a au moins une des boîtes où lesquelles j'ai décidé volontairement de me déplacer pour aller les voir, parce qu'on me l'a proposé et que je suis pas loin de Paris non plus, et que même si j'adore le full remote, c'est cool de rencontrer les gens et de pouvoir parler. Enfin, là, typiquement, on va faire un déj avec le RH parce qu'on s'est bien entendu et que on a déjà dépassé le temps de l'entretien parce qu'on a discuté. Et du coup, c'était cool, quoi. Mais j'en ai pas vu qui te forçaient à le faire. quoi d'autre? Peut-être Bah, du en coup, dehors du télétravail, à quoi ça ressemble ouais, aujourd'hui les recrutements? Combien de process? Qu'est-ce bah, qui du coup, marche, si qu'est-ce on qui veut marche rester pas? dans le télétravail, alors à quoi ça ressemble les process, etc. Je pense que c'est globalement le truc classique, c'est t'as un entretien RH, t'as au moins 2 interviews, une system design et une où tu vas coder. Ensuite, t'as plus ou moins d'interviews après ça pour le culture fit ou pour voir l'équipe ou ton manager ou ce genre de trucs. De temps en temps, c'est organisé sur une journée ou une demi-journée. De temps en temps, c'est un peu explosé. Ça dépend vachement des boîtes. De ce que j'ai vu, mais après, je pense que c'est assez évident en vrai. Mais globalement, dans les boîtes plus grosses, les process sont un peu plus fermés, c'est-à-dire qu'il y a une rigidité dans qu'est-ce qu'il faut exposer et la façon dont ça se passe. Je fais aussi dans des startups parce que personnellement j'aime bien l'environnement startup et je retrouve le truc que je trouve cool où il y a quand même beaucoup plus de feeling et beaucoup plus d'adaptation de à quoi ressemble l'entretien en fonction de comment il se passe, quoi. Mhm. Moi personnellement j'aime bien. Je sais que il y a tout un courant et toute une discussion sur comment on fait pour que les entretiens ils aient pas de biais, quoi. Que ce soit des biais, tu vois, sur le sexe du candidat ou sur ses orientations, sur ses origines, etc. Ou même des fois son éducation, parce que, enfin, tu vois, typiquement les écoles, etc. Surtout pour les juniors, c'est des trucs qui influent vachement sur les prises de décision. Donc je sais qu'il y a beaucoup de trucs là-dessus et que pour l'instant la seule solution que j'ai vue émaner de ça, c'est d'avoir des espèces de frameworks où du coup t'es obligé de structurer exactement de la même façon tous tes entretiens. Je sais que moi, même dans ces frameworks-là, parce que typiquement dans mon ancienne boîte, j'ai fait passer des entretiens et on avait un framework avec les mêmes questions pour tous les candidats et puis les mêmes tests, etc. Moi, là-dedans, dans tous les cas, l'attitude et le feeling, enfin, je sais pas, au final, j'ai quand même l'impression que tu recherches un cultural fit et du coup, il y aura des biais parce qu'il y a un humain après qui se dit est-ce que j'ai envie de travailler avec ce gars-là, enfin cette personne-là, parce que du coup c'est pas forcément un gars, mais est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ou pas, quoi. Et au final, je pense que t'as envie de répondre à ça quand même, quoi. T'as pas que C'est quoi envie de savoir est-ce que techniquement cette personne elle va marcher dans ta boîte ou pas. Parce qu'en vrai, moi, enfin peut-être que je sais pas si c'est même populaire ou pas, mais moi j'ai l'impression qu'en réalité, euh, à partir d'un certain niveau d'expérience, enfin tu vois, quand t'as déjà bossé dans plusieurs boîtes et que tu sais expliquer ce que t'as fait dedans, j'ai pas l'impression qu'en vrai ce soit extrêmement utile de tester tes compétences techniques. Bah, Parce qu'à moins que tu sois un énorme mytho, ce qui est possible, a priori, tu vois, il y a plein de gens qui le font et tout, mais du coup ça va se voir quand même. Mais à moins que tu sois un énorme mytho, bah, et puis en plus, il faut vraiment être un énorme mytho, parce que si t'as déjà un certain nombre d'expériences avant et que tu sais en parler, c'est compliqué quand même. ouais, c'est vrai que des fois, on se demande si ça teste vraiment quelque chose ou si c'est pas juste ça teste sous la pression ou que je sais pas ce que ça résout vraiment comme. Parce que Bah, bon, ouais, hein. quand tu vas chez un coiffeur, que tu cherches un nouveau coiffeur, le fait qu'il soit coiffeur, en général, ça te suffit pour dire ok, je vais essayer de me faire coiffer chez cette Ouais. personne. Après, je conçois que c'est compliqué de dire je vais essayer, parce que, parce que c'est compliqué de dire à ton équipe, bah, on va accueillir quelqu'un, on accepte les coûts de l'onboarder et tout, et puis, bah, finalement, on va refuser. Du coup, c'est pour ça que tu veux filtrer quand même avant, quoi. Mais
Mais je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression, enfin, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé de tomber sur un mec où je me suis dit techniquement il est incapable de faire ce qu'on lui demande. Parce que en vrai, bah, sur ce qu'il a fait avant, etc., et juste sur ses expériences, tu sais que ça va être le cas ou pas. Et c'est ce que tu disais, ouais, mais le test technique en général, souvent, soit c'est une espèce de mise en situation allégée, et du coup, c'est un truc extrêmement classique, et c'est pas très intéressant, et ça teste pas grand-chose, parce que, typiquement, moi, les tests techniques que j'ai déjà fait en back-end, là ou avant, c'est, en test pur, c'est souvent l'exercice de vas-y fais-moi une API REST qui sert cette donnée là, donc tu fais du CRUD bête et méchant, ou des fois il y a une petite subtilité, mais bon globalement en gros tu fais une archi classique avec des patterns classiques, repository service, etc. euh, c'est pas très intéressant parce que ça te dit pas est-ce que le mec il va savoir penser à une archi dans un cas réel quoi, et couper les trucs correctement, parce que du coup c'est vraiment des cas d'école. Et quand c'est des trucs pas codés, souvent c'est du system design. Donc en gros, c'est t'improvises une archi pour un truc un peu bidon, et puis tu dois expliquer. Je trouve ça déjà mieux le system design perso, parce que ça te dit des trucs sur la créativité un peu, et c'est un peu ce que tu vas chercher, tu vois. C'est ça que tu voudrais tester. Mais globalement, ça va jamais te dire est-ce que dans une situation réelle ça va marcher ou pas quoi. Et en plus, tu l'as dit aussi, mais ouais, le contexte de je suis un peu stressé parce qu'il y a des gens qui sont pas. Moi personnellement, je fais partie des gens qui ce que j'ai envie de montrer, parce que c'est ce que j'aime voir quand je fais passer un entretien, c'est que de toute façon c'est pas grave, au pire je vais pas y arriver, mais j'essaye. Du coup typiquement j'ai fait des tests, j'ai passé un test là récemment en Vue.js, alors que j'en ai fait extrêmement peu, et que globalement je connais les grandes idées du framework et tout. Mais là on m'a mis dans un contexte où j'avais un miroboard et j'ai pas d'IDE, pas de doc, et je devais écrire un composant, tu vois. Et évidemment je suis incapable de faire ça. Donc j'ai donné les grandes idées que comment j'avais approché le problème et tout pour essayer de sauver les maps quoi. Mais du coup, ils Euh, savaient avant le test technique que tu du coup je maîtrisais leur ai pas dit au début, parce que c'était la première fois que je les rencontrais, donc non probablement ils savaient pas, mais je leur ai dit au début, moi mon contexte c'est que je suis plus back-end que full stack, et du coup Vue.js j'ai déjà hacké dans des composants, mais voilà, l'écrire là comme ça de but en blanc, je suis pas extrêmement à l'aise avec quoi. Et ça s'est bien passé finalement, mais tu vois, typiquement, c'était dans une startup, et c'était cool, je trouve, parce qu'ils ont su adapter le truc de, voilà, je vois qu'il il arrive à comprendre les concepts du framework, et même s'il n'arrive pas à cracher le code là tout de suite, ça veut dire que probablement il serait capable de le faire. Et je suis à peu près sûr que dans des boîtes plus grosses, ça serait pas passé comme ça, quoi. ça serait brûlé automatique, ouais. Tu rentres pas dans la case. Ouais. Et au-delà de ça, pas là, mais il y a longtemps, avant mon dernier job, quand j'ai cherché un boulot, ça m'est arrivé aussi plein de fois, parce que du coup, moi, ma façon de faire, c'est d'être transparent. Et donc, je dis, en général, tu vois, là, je l'ai fait aussi. J'ai dit dès le début, je suis pas extrêmement à l'aise avec ça. On va essayer et puis on va voir ce que ça donne. J'ai fait plein d'entretiens. Typiquement, à l'époque, c'était pour des stacks en Python. Et moi, j'ai fait du Python, mais il y a, je sais pas, 7-8 ans, un truc comme ça. Donc, je disais, dès le début, écoute, je sais faire du Python, j'en ai déjà fait. Je suis pas un expert extrême dedans, mais voilà, je pense que je serai à l'aise, et j'ai fait plein de langages différents, donc j'ai pas de problème avec le fait d'en faire de en réapprendre un. Mais là, tout de suite, je peux pas être un expert sur ta stack quand je vais arriver, quoi. Et il y a plein de boîtes pour lesquelles ça finit par bloquer, ou qui te font passer des tests que tu réussis, parce que du coup, ça m'est arrivé en Python. Mais finalement, tu nous as dit que tu n'avais pas fait de Python depuis longtemps, du coup, on va prendre quelqu'un d'autre. Donc ouais, en tant que candidat, c'est bizarre, je trouve, comme façon de faire. Et j'arrive pas à me dire, pour moi, ça reste une erreur quoi qu'il arrive. Parce que je disais un post sur LinkedIn il y a pas longtemps là-dessus, justement. Je trouve que pour un ingénieur, c'est quand même plus intéressant d'avoir une base de connaissances large plutôt que d'avoir un truc extrêmement profond dans une seule tech. On en a un peu parlé la dernière fois aussi avec les équipes. Mais je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Et potentiellement, ça veut dire que tu vas aussi avoir des gens qui sont capables d'avoir cette connaissance en profondeur. Enfin, en tout cas, de l'acquérir s'ils en ont besoin. Parce que ils ont montré une capacité à apprendre, quoi. Et du coup, je trouve ça dommage qu'il y ait des boîtes qui continuent à se dire il faut que je prenne des experts extrêmes dans mon truc. Et en plus de mon expérience perso, en général, du coup, ils recrutent des gens qui
sont des experts ou pas, mais en tout cas qui sont très pointus dans un truc. Et je me suis déjà retrouvé à maintenir du code en Python typiquement parce que Python est assez permissif, qui est difficilement maintenable parce que les gens ils utilisent des tricks de Python que toi tu connais pas, enfin que personne connaît à part eux, quoi. Ok. Si on revient sur le culture fit, là, est-ce que tu saurais dire quelle est la motivation à essayer de combattre ces biais, justement? Puisque tu as l'air de dire que, enfin, de toute façon, à la fin de la journée, tu veux quelqu'un avec qui tu es capable de travailler, donc tu t'imagines travailler. Donc, quelle serait la motivation pour essayer d'empêcher ces biais-là? Est-ce que quand les grosses boîtes elles disent la diversification c'est bien pour nous, ou la diversité ça améliore, je sais pas, moi, la qualité de notre produit par exemple, est-ce que tu penses que c'est ça la motivation et comment ils font en pratique alors pour y arriver quoi? Alors, moi, ça m'intéresse aussi de savoir ce que toi t'en penses là-dessus. Moi, personnellement, je pense que la diversité, c'est important. Et que ce soit en termes, enfin, il y a plusieurs trucs. Déjà, je pense vraiment que pour le produit, c'est cool d'avoir des gens qui ont des opinions diverses. Et c'est pas que une diversité, du coup, raciale ou de sexe, mais c'est vraiment une diversité de background complet, quoi. Je pense que c'est cool. Au-delà de ça, et on l'a déjà vécu dans la même boîte, toi et moi ensemble, mais il y a aussi le fait que ne pas être divers, ça va t'empêcher de recruter. Parce que, enfin, pour nous qui sommes blancs, c'est facile. On se projette pas là-dedans. Mais en fait, enfin, typiquement, moi, j'ai été face à des candidats femmes avec une équipe entièrement masculine et je pouvais pas recruter une femme parce que c'est pas forcément dit exactement comme ça, mais globalement, elles ont peur d'arriver dans une ambiance un peu macho, enfin, tu vois, bro, IT bro, qui vont faire des blagues sexistes toute la journée, etc. Et du coup, tu ne peux pas recruter des gens que tu trouves bien parce qu'elles ont peur de venir dans ta boîte, quoi. Et l'absence de diversité, enfin, tu vois, si ça le fait pour une femme, ça le fait probablement pour une minorité ethnique ou quelqu'un qui est homosexuel ou un trans, encore pire parce que c'est visuel. Enfin, ça met des freins dans ton recrutement. Au-delà de juste gâcher ton produit, quoi. Parce que tu vas le rendre non inclusif sans faire exprès. Enfin, il y a plein d'erreurs que tu peux faire parce que encore une fois, il y a des choses qu'on projette pas parce que on les vit pas, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses là-dessus, mais Donc ton point, ça serait que la boîte, elle devrait essayer d'être inclusive dès le départ pour avoir comment on appelle ça, un marché de recrutement plus large en fait. ouais, un marché de recrutement qui soit total et divers plutôt que juste des hommes blancs de la trentaine Donc finalement, avec la des barbes, quoi. motivation, ça serait d'être inclusif pour avoir plus de choix, pour avoir des meilleures personnes dans ta boîte et donc avoir un meilleur produit. Je pense qu'en termes d'intérêt de la boîte, enfin, ça fait partie des trucs fondamentaux, quoi. T'as envie d'avoir les meilleures personnes pour bosser sur ton produit. Mon avis, je sais pas d'être vraiment sûr quelle est la motivation. Sans avoir relu quoi que ce soit, je pense il y a des chances qu'il y a des endroits aux États-Unis, où, notamment où il doit y avoir de la discrimination positive. Donc il peut y avoir Probablement. aussi une motivation financière à le faire. Je pense pas que ça soit très fait en France. L'inclusion, ça permet aussi d'aller plus loin dans le monde, donc il peut y avoir d'autres motivations parce que le coût du travail ou du labeur est différent. Oui, c'est Euh, vrai. voilà. Et après, sur certains produits, j'imagine quand même que d'avoir des gens qui comprennent le produit, si c'est un produit qui touche une démographie variée, probablement que ça peut améliorer la qualité du produit. Euh, En revanche, comment on fait en pratique pour y arriver, ça, je ne suis pas sûr de savoir. Ben ouais, ça c'est compliqué du coup. C'est compliqué parce que moi, de ce que j'ai vu, je te dis, les biais sont jamais complètement éliminés parce que les intervieweurs, ils en ont de base, quoi. Moi, je pense que dans les efforts à faire, il y a effectivement le fait d'être inclusif dès le début et d'avoir une culture qui pousse vers ça, quoi. Même si c'est compliqué. Enfin, tu vois, typiquement, je pense au backslash de il y a 1 ou 2 ans là, de la boîte de DHH et les autres où ils ont fini par dire vous avez plus le droit de parler de politique Après, parce que les discussions elles avaient mené à des trucs qui faisaient des guerres intestines en interne a priori. Moi, je sais pas. Moi, j'ai quand même envie de dire que je pense que tu as envie que dès le départ, tu puisses parler de politique et que ce soit pas tabou de dire que, enfin, que voilà, l'homosexualité c'est normal, enfin, vraiment. Non mais, enfin, du coup, là, si j'ai bien compris, il y a quand même une partie des discussions
qui était sur de la suprématie blanche ou ce genre de débat, quoi. Et du coup, je pense que dans la culture de ta boîte, c'est quand même cool si c'est clair dès le départ que t'es pas suprémaciste blanc et que du coup tu vas pas cautionner ça, quoi. Et que du Ouais, coup, le problème, c'est que, enfin, comment tu fais pour filtrer en recrutement sans avoir l'air d'être, de te mêler de ce qui te regarde pas? tu peux pas. Et Mais deuxièmement, moi, je suis quand même assez d'accord sur le fait que quand tu es dans ton lieu de travail, enfin, tu dois quand même avoir un certain respect des autres. Moi, j'ai eu une récemment euh, d'éducation bizarre, non sollicitée, parce qu'on est venu me parler, quoi. Et honnêtement, enfin, ça m'a pas, j'avais pas envie d'avoir cette discussion, quoi. Je suis pas là pour. Enfin, s'il y a des gens avec qui je m'entends bien, je vais commencer peut-être à essayer d'avoir des conversations privées avec eux pour autre ouais, mais chose. en fait, Mais j'essaie de pas mélanger ça avec le travail, quoi. Ou alors c'est pendant des moments informels, mais il y a quand même, enfin, il y a quand même une limite, euh, sachant que je suis très bien conscient de pas avoir les mêmes opinions que tout le monde, quoi. Donc si c'est un sujet qui est clivant et qui gêne le travail, enfin, moi je pense que. alors je suis d'accord, mais du coup, enfin, je suis d'accord, pas complètement en fait. Je suis d'accord sur le fait que on a tous une limite et des choses qu'on va pas aborder parce que on sait que potentiellement c'est glissant et que, mais enfin, moi personnellement, j'ai l'impression qu'il y a des sujets où ça devrait pas être une limite. Et typiquement, est-ce qu'on accepte l'homosexualité ou pas, par exemple, dans une boîte, ça devrait pas être une question. Enfin, il n'y a pas de tabou. On devrait dire qu'il n'y a pas de souci et que ça fait partie de la culture de la boîte et que c'est pas un problème, quoi. Dans ce cas-là, tu peux peut-être avoir on va dire, des guidelines de la boîte, des sujets où t'as pas le droit de contredire, là, comme une espèce Bah, de c'est pas une question de pas, t'as pas le droit de les contredire. interdiction de Mais, déni, quoi. enfin, moi, je pense qu'une partie de la solution à c'est ce genre de problème, et même si, et là, du coup, je suis en train de me dire que c'est un peu un contre-pied d'un truc que j'ai dit juste avant. Mais même si t'as un mec qui techniquement est super bon, enfin qui a fait un super boulot chez toi, si le mec c'est un suprémaciste blanc, je trouve ça compliqué que tu te dises, bah ouais, du coup on va essayer de pas le vexer, quoi. Non, mais Ce qui s'est passé a priori, tu vois. le problème, c'est que si tu le sais, ça veut dire qu'il a déjà débordé, en fait. Donc, il est en Oui, infraction avec le fait qu'il a pas oui, oui. il a pas- Parce qu'en fait, c'est déjà, enfin, je veux dire, pour moi, c'est déjà assez dur d'avoir des conversations bienveillantes sans arrêt sur ton lieu de travail, quelles que soient les conversations, parce qu'il y a toujours des frustrations ou des gens qui ont des façons de s'exprimer qui sont variées. Euh, Bon, déjà, je pense que ça, c'est un effort à Mais faire. typiquement, il me Si la semble personne, que elle laisse fuiter qu'elle a des opinions hyper tranchées, alors, à l'occasion du travail, alors qu'elle devrait pas, c'est déjà un red flag. Enfin, il devrait oui, oui, mais typiquement, tu vois, avoir il le me droit semble de que faire ça, là, quoi. là, c'était arrivé sur Twitter ou un truc comme ça. Et donc sur son compte perso, au mec. Sauf que bah ouais, les collègues, ils se lisent leur compte perso de Twitter. Et en fait, un truc que je trouve extrêmement compliqué là-dedans, c'est que nous, on s'en rend pas compte non plus. Et j'en ai déjà parlé avec un ancien collègue. Moi, ça m'est arrivé dans une boîte où j'étais avant, dont je tairai le nom parce qu'en plus tu la connais. Et le mec dont je parle, tu le connais aussi. Ça m'est arrivé, en train de boire une bière avec un collègue, de découvrir qu'en fait, bah, il était un peu antisémite, quoi. Et parce que, tu vois, parce que à un moment, t'as deux, trois blagues antisémites qui partent et tu réagis dessus. Et que il m'a dit, je cite, hein, il m'a dit, ouais, mais ils sont quand même un peu comme ça. Et du coup, moi, je suis pas juif. Et donc c'est facile pour moi de dire, ok, bah c'est pas grave, il a des idées nazes, au pire je vais essayer. Enfin, tu vois, moi je lui ai dit du coup, bah non, écoute mec, tu peux pas dire ça. Déjà parce que, enfin, la géographie fait pas que fait pas que t'es radin. Enfin voilà, c'est impossible. Tu vois bien que il y a aucune logique à dire un truc comme ça et que c'est pas des traits culturels et que en plus, bah, les juifs c'est pas un peuple qui vient d'un seul endroit, etc. Bref, enfin voilà. Du coup, on en a vraiment parlé. C'est vrai, besoin d'expliquer ça maintenant. Non mais bah vous voyez, on a vraiment parlé de ça et je lui ai vraiment fait ces explications. Mais du coup, après, moi j'ai pas de mal à continuer à travailler avec lui. Même si ça reste quand même, tu vois, bah je me sens pas menacé par lui. Sauf que, imagine, t'es noir et tu travailles avec quelqu'un qui a donné des idées de suprémacistes blancs, potentiellement, bah tu peux te sentir en danger avec lui, quoi. Et donc là, c'est Parce que à la déjà, RH de le gérer, quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est pas. Enfin, je comprendrais pas pourquoi ça serait. Alors, disons qu'il y a deux choix. Enfin, il y a deux ou trois choix. Soit la boîte, elle dit, OK, c'est bon, vous êtes libre de parler. Il y a l'expression de la liberté, je sais pas quoi, dans la boîte. Et du coup, comment tu fais pour gérer ça? Après, tu as besoin d'avoir des modérateurs ou je pense que ça va quand même donner beaucoup de travail à ta RH pour pas forcément grand chose.
Et ça peut entacher l'image de ta boîte, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Si tu... euh, Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets en place des guidelines ou des choses qui sont autorisées et d'autres qui ne le sont pas. Moi, je pense que tu peux pas, en Mais vrai. Et c'est pour ça veut ça dire que les gens que, ils vont pouvoir le remettre en question. Tu peux ne pas arriver à éviter les polémiques. Et enfin, c'est imposer le fait que tu représentes la boîte et donc t'as pas le droit de dans un lieu public ou alors déjà dans la boîte de pas en parler ou de pas faire sentir que de pas donner d'exprimer tes opinions autres que pour le travail. Donc c'est un peu restrictif, mais je pense que c'est quand même une bonne mais façon de maintenir de la bienveillance. Mais du coup, est-ce qu'on a le droit de te juger sur ce que tu dis dans Twitter ou LinkedIn? Si jamais on peut retrouver ta trace par rapport à ta boîte et que ça entache l'image, je pense que les RH sont justifiés de pouvoir te reprocher ça. Mais il me semble que dans ce qui avait été fait, c'est, bah, de toute façon, publiquement, si tu dis que ce que tu dis n'engage pas ta boîte, tu as le droit de dire ce que tu veux. Et ta boîte peut pas t'en empêcher. Après, en vrai, aux États-Unis, ils peuvent te virer s'ils en ont envie. Hein. Il y a pas de. En France, ce serait compliqué. Et je pense qu'en France, du coup, en France, il y a des métiers pour lesquels on le fait. Hein. Par exemple, les oui, professeurs ou les représentants de l'État, donc le corps éducation, ouais, mais c'est une le situation médical, particulière. ils n'ont pas le droit de dire n'importe quoi. Mais là, du coup, dans ce qui avait été fait, le truc, c'était de dire, bah, du coup, les sujets politiques, vous n'avez pas le droit d'aborder les sujets politiques sur les canaux officiels de la boîte. Et ce qui a été répondu, et je trouve que c'est vrai, c'est que, bah, en fait, presque tous les sujets peuvent devenir politiques. Et on est bien placé, je trouve, en France pour le dire, mais il peut y avoir des polémiques extrêmement politiques sur des détails, sur la façon dont tu t'habilles pour aller te baigner, tu vois. Ouais, Je enfin prends un bon, exemple bête, tu vois, mais ouais, je veux dire, ouais, je sais pas. Ça dépend peut-être du produit, mais bon, il y a quand même, je pense que la plupart du temps, non, quoi. La plupart du temps, ton produit n'a rien de politisant. non, c'est pas ton produit, Et ça l'est pas, mais quoi. tu vois, c'est impossible de dire que dans ta boîte, tu ne vas parler que de ton produit. Ça n'arrive pas. Tu veux pas interdire les discussions personnelles. Déjà parce qu'en plus, en vrai, tu les encourages et tu vas faire des team building et enfin, et je pense que c'est impossible de dire, bah, on va modérer, on va interdire les sujets politiques. Et en réalité, enfin, c'était tout ce qui avait été dit à l'époque où il y a eu ce backslash là, mais en réalité, si tu fais ça, typiquement aussi, il y a des gens qui commencent à parler de suprémacisme blanc en privé et qu'il y a des gens dans ta boîte qui vont commencer à dire ah ouais j'ai vu que machin il disait ça bah du coup je suis pas d'accord et qui explique pourquoi et que tu leur dis bah non vous avez pas le droit de dire ça sur votre lieu de travail. En fait ce que tu fais est politique aussi. Et en vrai tu t'engages pour défendre le mec qui fait du enfin soit t'es d'accord avec lui soit t'es pas d'accord mais quoi que tu fasses si tu lui dis vous avez pas le droit d'en parler Un pied dans le plat, tu quoi. défends un mec suprémaciste blanc, tu vois. C'est pas un Je trouve que secret, c'est ça. plus, moi, pour moi, la bonne façon de faire. Après, c'est extrêmement dur et je suis d'accord avec toi, ça va prendre beaucoup de temps en RH. Mais c'est de dire, s'il y a vraiment une polémique sur un sujet, et ben, tu vas dire, on fait une prise de position officielle, en fait. Quitte à avoir peur de ce qu'elle va donner, mais, mais si t'as des employés qui en ont besoin pour continuer à travailler, bah, et oui, ça peut être officiel en interne. T'es pas obligé de faire enfin, je pense que t'es pas obligé de faire un communiqué de presse pour dire, ouais, machin, enfin, après, suprémaciste blanc, je pense que tu peux le faire. Enfin, moi, personnellement, je le ferais, tu vois. Je pense que c'est pas grave de dire que ta boîte fait un communiqué de presse pour dire que je suis pas suprémaciste. La boîte n'est pas une boîte de suprémacistes blancs. Ça devrait être acceptable, je pense. Il y a peut-être des sujets sur lesquels c'est plus touchy, sur lesquels il y a des débats moins tranchés que ça, mais Bon. J'ai une solution à te soumettre pour résoudre ce problème. Tu recrutes seulement des gens qui ont déjà une vie sociale pleine et qui ne vont pas chercher à l'étendre ou à avoir des nouveaux amis. mais je Donc, pense que ça marche dommage pour pas. les juniors, mais comme ça, pas de problème. Je pense que ça marche pas. C'est inévitable parce que je te dis, enfin, et ça dépend. Un autre truc dans ce débat-là, c'est qu'est-ce qui est politique et il y a des trucs qui pour toi ne sont absolument pas politiques enfin des fois tu t'en rends compte sans faire exprès, mais il y a des trucs qui pour toi sont anodins et pas tranchés du tout et qui en fait vont soulever pour quelqu'un qui est plus concerné que toi par le sujet vont soulever des trucs énormes quoi. Que ce soit Mais, je sais pas dans des débats féministes ou sur le racisme ou sur, enfin globalement sur toutes les oppressions. Toi quand t'es pas concerné, tu te rends pas compte que en fait ce que t'es en train de dire est politique quoi. ça m'arrive souvent de m'arracher les cheveux en lisant ce qui passe sur, sur les discussions.
Mais juste, je rentre pas dans le jeu, quoi. Genre, Ouais, c'est je sais pas. trop, Moi, en plus, y a je fais aucune partie des passion gens. de gagner, quoi. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien ce genre de débat parce que ça te permet aussi d'affiner pourquoi t'as un avis, soit potentiellement d'en changer parce qu'en vrai, tu devrais pouvoir accepter qu'on peut changer d'avis, quoi. Mais du coup, et puis en plus, enfin, je sais pas si t'aimes bien débattre et que des fois tu tombes sur des mecs un peu cons, c'est cool aussi d'avoir, enfin, tu vois, de savoir c'est quoi leurs arguments basiques et comment c'est facile d'y répondre. Et du coup, assister à des débats de ça ou y participer, ça t'entraîne à ça aussi, quoi. Et ça te permet après de faire des call-outs qui sont beaucoup plus doux et moins violents. Parce que nous, enfin, je pense que si les blancs veulent être des alliés dans un truc, c'est pas en disant aux gens qui sont concernés qu'il faut pas être violent, mais c'est en nous, on est bien placés parce qu'on a nos privilèges et qu'ils sont pas mis en danger. On est bien placés pour le faire de façon non violente et pour expliquer. C'est triste, mais typiquement sur le débat que ce soit sur le racisme ou l'homophobie, c'est triste, mais quelqu'un qui est blanc, il est beaucoup mieux placé pour expliquer à un blanc qui est raciste pourquoi ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de dire est raciste. Ça devrait pas être le cas, mais ce sera beaucoup plus acceptable si c'est expliqué par toi, parce qu'en plus, tu vas être beaucoup plus patient qu'un black, un noir qui se sent menacé par ce qui a été dit, quoi. Toi, tu te sens pas menacé, et des fois, tu comprends même pas, enfin, tu comprends pourquoi c'est menaçant, mais en vrai, tu sais pas que c'est menaçant. T'as pas l'urgence de ça. Mais bref, on est en train de dériver sur un débat. Mais je pense que Retenons que si t'es dans une compagnie pétrolière non binaire racisée et qu'en plus t'es dans la branche écologique, ta vie va être quand même assez compliquée pendant un certain temps. ouais, mais et moi je pense que pour éviter ça, toi le jour où tu fais une compagnie pétrolière, tu dois être clair sur enfin c'est quoi les positions de ta boîte, même si tu l'es pas dès le début. Tu dois être clair avec les gens. Quand tu remarques qu'il y a une dérive, tu dois être clair avec eux, quitte à les perdre. Tu dois être clair avec eux qu'il y a des trucs qui sont pas acceptables. Et que s'il y a des débats, c'est eux à qui on va donner tort, et c'est tout. Et je pense que c'est inévitable, en réalité. Parce que tu peux pas forcer enfin, encore une fois, il y a des gens qui se sentent menacés par ces idées. Donc tu peux pas Tu forcer peux des pas, gens qui se sentent menacés à travailler avec des gens qui les menacent. tu peux pas non plus, durant un recrutement, je pense, poser des questions parce que Non. ça serait pas, ça marche pas vraiment, quoi. Je pense que ça serait même opposable Oui, probablement. Non, devant mais la justice. il y a plusieurs trucs que tu peux faire. Tu peux positionner ton image de marque globale sur, sur ces points-là. Enfin, typiquement, je sais pas, imagine Apple par exemple qui a un CEO qui est homosexuel. Je pense que ça dit beaucoup sur qu'est-ce qui va être acceptable de dire quand il travaille chez Apple ou pas. Et je pense que ça dit que si t'arrives et que t'es homophobe chez Apple, ça va probablement, enfin, tu vas mal le vivre. Donc ne viens pas chez Apple. Enfin, c'est une façon de le dire, mais T'encouragerais toutes les boîtes à se positionner, c'est un ça? CEO homosexuel, bien sûr. Non, mais à se positionner publiquement, pas forcément sur tout, parce que tu peux pas. Mais quand ça arrive, tu peux le faire, quoi. Après, ouais. Les boîtes n'ont pas non plus une image publique aussi Non, importante. mais disons que, enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi personnellement, quand je postule dans une boîte ou que commence un process de recrutement dans une boîte, je me renseigne quand même un peu sur qu'est-ce qu'elle dit, qui elle est, etc., quoi. Et du coup, Ok. des messages dans une pub ou ce genre de truc, ça suffit. Mais encore une fois, t'es pas obligé de faire ça tout ça dès le début. Et tu peux te tromper dans ton recrutement et avoir un mec, mais parce que ça va arriver, quoi qu'il arrive, parce que tous les sujets sont politiques. Mais du coup, quand ça arrive, il faut pas que tu te dises, ouais, mais ce mec, quand même, il est là depuis le début dans la boîte, j'ai envie de le garder. C'est pas... En fait, si tu fais ça, tu perds tout le reste. Vaste sujet, vaste sujet. Bon, on arrive au bout du temps imparti. Merci beaucoup pour cette conversation. On a essayé de parler de recrutement. C'était au début. J'espère que ça vous a plu. Merci, merci à vous d'avoir écouté en tout cas. N'hésitez pas à vous Merci. abonner ou laisser un pouce pour nous encourager. Et merci à toi Martin pour la conversation. Merci, salut tout le monde.